La cérémonie de passage à l'âge adulte est une étape très importante pour un nouveau souverain en Chine. C'est le rituel qui officialise la naissance d'un nouveau dirigeant pour les habitants de Qin. Après ça, plus personne ne pourra contester l'autorité de Sei. Alors que la cérémonie se déroule à Yu, à l'ancienne capitale de Qin, Ryo Fui et la reine mère mettent en œuvre leur plan pour capturer Kanyu. On assiste donc à une lutte à mort entre les différentes factions pour le contrôle de la capitale royale. Celui qui contrôlera Kanyu à la fin de la journée sera celui qui dirigera le royaume. En attendant de connaître l'issue de la bataille, les deux principaux prétendants au trône, Sei et Ryo Fui, vont débattre sur leur vision du monde. Chacun expliquera quelle trajectoire prendra Qin si c'est lui qui accède au trône. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du fameux débat entre Sei et Ryo Fui. L'arc du couronnement est l'un de mes arcs préférés de Kingdom puisqu'il conclut de la meilleure des manières la lutte acharnée que se livrent les différentes factions. Et ce débat entre Sei et Ryo Fui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ce que j'aime beaucoup dans ce débat, c'est que les deux personnages ne vont pas simplement dire comment ils vont gouverner Qin, mais ils vont aussi expliquer leur vision de la nature de l'homme. Et c'est de cette vision de l'homme et de sa nature que découlera la façon dont ils souhaitent gouverner l'État. Et comme on le verra dans cette vidéo, ils ont une vision totalement opposée. Dans cette confrontation, il y aura 4 spectateurs, la reine mère, Rui et surtout Saitaku et Rishi. Ryo Fui est quelqu'un de très intelligent et cette intelligence s'exprime aussi dans sa capacité à s'entourer des bonnes personnes, en particulier ceux qui formeront ces 4 piliers, Mubu, Shoei-kun, Saitaku et Rishi. En invitant les deux derniers à ce débat, Sei montre que non seulement il reconnaît leur talent, mais aussi qu'il comptera sur eux s'il devient roi. Il ne le sait pas encore, mais les appeler était une excellente décision. Bref, tout ceci étant dit, nous pouvons enfin parler du débat en lui-même, et c'est Ryo Fui qui va nous partager en premier sa façon de voir le monde. 1. La nature de l'homme selon Ryo Fui, l'avidité. Pour Ryo Fui, la plus grande invention et découverte de l'histoire humaine, c'est l'argent. Et c'est le système monétaire qui en découle qui serait à l'origine du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Avant la monnaie, on faisait ce qu'on appelle du troc, c'est-à-dire qu'on échangeait un bien contre un autre qui était plus ou moins équivalent. Ça pouvait être par exemple du blé contre de la viande. Mais avec ce système, on avait 3 principaux problèmes. Le transport des marchandises était difficile, la marchandise finissait par pourrir et il était impossible de mesurer la valeur réelle d'un bien et donc d'établir des équivalences entre eux. La création de la monnaie va complètement gommer ces problèmes puisque la monnaie est beaucoup plus facile à transporter qu'un troupeau de chèvres et qu'elle ne pourrit pas. Ce qui va permettre aux marchands d'aller beaucoup plus loin qu'avant pour faire du commerce. Et c'est comme ça que petit à petit des villes jadis éloignées entre elles vont finir par se relier. Ce qui va profondément révolutionner le commerce et l'économie. Mais pour Ryo Fui, la plus grande innovation de l'argent vient du fait qu'elle permet de mesurer notre richesse. Chacun peut voir maintenant s'il est plus riche ou pas que son voisin. Et ça c'est très important pour Ryo Fui car il estime que c'est à partir de cet instant que l'avidité des hommes est née et que l'homme passera dorénavant sa vie à essayer de combler cette avidité qui le ronge. Donc pour lui, ce qui caractérise vraiment la nature de l'homme, c'est son avidité. Et il pense qu'en manipulant l'avidité des hommes avec de l'argent, on peut faire ce qu'on veut de lui. En résumé, pour le chancelier, la chose la plus importante dans la vie, c'est l'argent. Ça, c'était pour sa vision de la nature humaine. Intéressons-nous maintenant à sa façon de gouverner un royaume. 2. Un règne basé sur l'argent et la prospérité. Pour Ryo Fui, c'est le devoir d'un dirigeant de créer une société où le plus de citoyens possible sont heureux. Pour ça, il souhaite utiliser son expérience en tant que marchand pour faire de Qin l'état le plus riche de l'histoire en seulement 10 ans. Créer un état où la famine n'existerait plus et où il ferait bon de vivre. Et ça me fait penser un peu aux empereurs romains qui offraient du pain et des jeux pour s'attirer les bonnes grâces du peuple. Et franchement, c'est pas mal. Si le couronnement était une élection présidentielle et que j'étais un habitant de Qin, je voterais très franchement Ryo Fui. Entre un candidat qui te propose d'augmenter ton pouvoir d'achat et ta qualité de vie et un autre qui veut t'envoyer mourir sur un champ de bataille à l'autre bout de la Chine, je pense que le choix est vite fait. Pour faire de Qin l'état le plus riche de l'histoire, Ryo Fui veut que Qin soit au centre d'un nouveau système économique qui s'étendrait sur toute la Chine, où l'économie des 6 autres royaumes serait interconnectée avec celui de Qin. Un monde où l'économie des autres royaumes ne pourrait pas survivre sans Qin. Et c'est un peu ce qu'on a de nos jours, des économies qui sont interdépendantes entre elles, avec à son centre les États-Unis. Il suffit qu'une crise économique ou financière touche les États-Unis pour que le monde entier en ressente les conséquences. Unifier la Chine non pas par la violence mais par le commerce et la prospérité, voilà la bonne façon de gouverner la Chine selon Ryo Fui. 3. Les limites du projet de Ryo Fui.
Son projet est vraiment très intéressant, mais on a une excellente question de la part de Saitaku et la réponse de Ryofui va décrédibiliser son projet à mes yeux. Saitaku va lui demander quelle va être sa politique étrangère. Il va lui demander si le contexte actuel va lui permettre de construire tranquillement son petit paradis sur Terre à Kin. Parce que oui, Kin ne vit pas tout seul dans une bulle, il y a autour d'elle des royaumes qui attendent la moindre opportunité pour l'attaquer. C'est la période des royaumes combattants. Une simple étincelle peut déclencher des guerres. Un pays prospère et qui continue de s'enrichir va forcément attirer la convoitise des autres États. Alors que compte faire le chancelier si demain les autres États l'attaquent? Bâtir une puissante armée capable de les repousser? Non, sa réponse va plutôt me décevoir puisqu'il dira qu'en cas d'attaque, il partagera tout simplement sa richesse avec les autres royaumes. Autrement dit, il pense pouvoir acheter la paix. Et je trouve ça étonnamment naïf de sa part. Pendant la période des royaumes combattants, soit tu es le chasseur, soit tu es la proie. Il n'existe pas d'entre-deux. Si toi tu n'attaques pas les autres, c'est eux qui viendront à toi. Prenons par exemple l'état de Shu qui représente avec Qin les deux superpuissances de l'époque. Shu décide d'attaquer Qin. Ryofu réussit à négocier la paix contre de l'argent. L'année d'après, Shu revient à la charge et Qin réussit encore une fois à négocier la paix contre de l'argent. Mais cette fois-ci, Shu demande un montant plus important. Et en fait, Shu va faire ça chaque année. Chaque année, Qin devra verser un tribut à Shu pour ne pas être attaqué. Et c'est comme ça que Shu va petit à petit vassaliser Qin. En voyant ça, Riboku et Gomei ne resteront pas les bras croisés. Et donc Xiao et Wei feront exactement la même chose. Et finalement, Qin finirait par enrichir les autres royaumes pendant que lui deviendrait de plus en plus faible. Et le jour où Qin ne pourra plus payer, il se fera attaquer de toutes parts. Alors vous pourriez me dire que peut-être Ryofu réussira à mettre en place un monde dont l'économie ne pourrait pas survivre sans Qin, ce qui empêcherait les autres États de l'attaquer, mais là encore, je pense que c'est parfaitement impossible de mettre en place en une dizaine d'années un système capitaliste comparable au nôtre. Le processus de mondialisation qui a conduit à créer un système où les économies sont interdépendantes entre elles est un processus très long qui a duré des siècles. En réalité, Ryofui dans son idée est beaucoup trop en avance sur son temps. À cette période, les conditions ne sont pas réunies pour que son projet soit viable. Pour réussir, la Chine doit d'abord connaître une période de prospérité pour pouvoir développer des politiques de libre-échange et pour pouvoir développer des routes commerciales. Sans la paix entre les 7 royaumes, il n'est pas possible de créer une Chine sans frontières où les hommes et les marchandises pourraient circuler librement. Et pour l'instant, il n'y a aucune paix à l'horizon. Finalement, comme le dira si bien Saitaku, le projet de Ryofui est utopique. Il est trop en avance sur son temps. La période des royaumes combattants est bien trop chaotique pour mettre en place son projet économique. Il pourra au mieux acheter une paix temporaire avant que la guerre ne reprenne. Par contre, là où Ryofui tape fort, c'est dans sa critique du projet de Sei. Pour lui, le projet de Sei va conduire à la période la plus sombre de l'histoire de la Chine. En unifiant par la force les autres États, la terre baignera dans des rivières de sang. Ça sera le chaos, les survivants pilleront et massacreront, et ceux qui paieront le prix fort de ces guerres d'unification, ce seront les habitants de Qin. Ryofui conclura que si Sei est prêt à saigner à blanc son propre peuple pour unifier la Chine, alors c'est un sociopathe qui ne mérite pas de monter un jour sur le trône. Les paroles de Ryofui font mal, ils vont mettre mal à l'aise Sei, il en sera vraiment troublé comme on peut le voir sur cette planche où on peut voir des mains qui représentent peut-être les mains de ceux qui perdront la vie à cause de l'unification. On peut également voir les orbes lumineux autour de Sei qui sont comme gribouillés, montrant vraiment que là, Sei, il est moins sûr de lui, que Ryofui a réussi à installer le doute dans son esprit. Et puis tout d'un coup, Sei entend une voix, peut-être même plusieurs lui disant « Calme-toi, reprends tes esprits et montre-lui qu'il a tort ». Mais à qui peut appartenir ces voix? Avant le début du couronnement, on apprend que le véritable but derrière la cérémonie de passage à l'âge adulte, c'est que le nouveau roi soit accepté par les esprits des précédents rois. On peut donc en conclure que c'est eux qui viennent soutenir leurs descendants. C'est un peu le One for All version Qin. Sei va alors se ressaisir et il va dire que grosso modo, le règne de Ryofui va rien changer à la situation actuelle. Il pourra établir une paix temporaire et partager ses richesses, mais que tôt ou tard, la guerre qui dure depuis 5 siècles maintenant reprendrait et qu'on continuera dans une spirale sans fin. Et c'est là où les deux hommes sont en désaccord. Sei pense que l'unification de la Chine va mettre fin à la période des royaumes combattants, là où Ryofui pense que non. Il pense que l'homme trouvera toujours un prétexte pour faire la guerre, que ce soit pour une idéologie, pour des camarades, par avidité ou par vengeance,
il y aura toujours une bonne raison de faire la guerre. Pour lui, en plus de l'avidité, la guerre fait aussi partie de la nature humaine. Et c'est dans ces moments que le débat devient encore plus intéressant parce que sur ce point, les deux n'ont pas totalement raison ou totalement tort. La vérité se trouve peut-être entre les deux. Prenons l'exemple de l'unification du Japon au XVIe siècle pendant ce qu'on appelle l'époque Sengoku, qui signifie littéralement l'ère des provinces en guerre. Ça ne vous rappelle rien ça? C'est directement une référence à la période des royaumes combattants en Chine. L'unification du Japon s'est faite par 3 seigneurs de guerre successifs, Oda Nobunaga, Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, qui donnent son nom au prochain shogunat qui régnera pendant plus de 250 ans sur le Japon. L'unification du Japon a bel et bien mis fin à la guerre civile. Les Japonais ont arrêté de se battre entre eux, le Japon va entrer dans une phase de prospérité qui va lui permettre de connaître un essor démographique et économique. C'est ce que je disais pour Ryofui, sans la paix, il ne peut pas mettre en place son plan économique. Alors oui, l'unification du Japon a mis fin à la guerre civile et a instauré la paix sur l'archipel, mais est-ce qu'elle a mis fin à la guerre en elle-même ? Et la réponse est non, car après l'unification, le Japon essaye d'envahir la Corée, ce qui sera d'ailleurs un échec. Et donc quand Ryofui dit que la guerre fait partie de la nature humaine, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Donc vous voyez, Sei et Ryofui n'ont ni totalement raison, ni totalement tort, c'est beaucoup plus nuancé. Évidemment, Sei n'est pas d'accord. Il reconnaît que l'homme est avide, qu'il ment, qu'il trompe, qu'il tue, que tout ça fait partie de l'humanité, mais il reste persuadé que dans le fond, c'est pas ça la vraie nature de l'homme. Sa vraie nature, c'est celle de la lumière. 4. La nature de l'homme selon Sei, la lumière. Sur Twitter, j'ai vu pas mal de personnes être déçues de cette vision de la nature de l'homme chez Sei, que c'est un peu niais, que c'est un peu naïf. Mais je pense que son discours est cohérent avec son expérience personnelle. Comme vous le savez, Sei a passé son enfance à Zao, là où il a vécu un véritable enfer. Il se faisait tabasser par les habitants de Zao, puis par sa mère, et il était complètement seul. Il plongea lui-même profondément dans les ténèbres, au point de ne plus ressentir ni la douleur ni les émotions. Donc Sei n'est pas naïf, il a très bien vu de quoi était réellement capable l'humain. Mais il va faire une rencontre qui va profondément le marquer. Il va rencontrer une jeune marchande, Shika, qui va se sacrifier pour que lui puisse survivre. Son geste est tellement fort pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas en plus qu'elle va réussir à faire sortir Sei de ses ténèbres. Au début, il pensait que la lumière que dégageait Shika était unique, mais ce n'était pas le cas. Il va rencontrer d'autres personnes qui avaient eux aussi une grande lumière en eux. Il y a eu tout d'abord Uki, puis Jukyu, il a vu tous les habitants de Sai se battre, il a vu Hyu, il a vu la lumière qui se dégageait de toutes ces personnes être transmise à d'autres qui la feront briller encore plus fort à leur tour. Et c'est comme ça que les humains sont reliés entre eux, permettant ainsi de faire avancer l'humanité vers un monde meilleur. Il a vu de lui-même à quel point l'homme pouvait être mauvais, mais il a décidé de garder foi en l'humanité. Il a décidé que les mauvaises personnes ne l'empêcheront pas de vouloir bâtir un royaume où ceux qui ont de la lumière en eux puissent vivre en paix. Il sait que s'il souhaite unifier la Chine, il devra tout d'abord détruire les autres royaumes, par la force. Comme il le dit si bien, c'est un roi pendant la période des royaumes combattants. Il ne peut pas s'éloigner de la guerre. Il est conscient que cela va engendrer des bains de sang, des massacres, mais c'est le prix à payer pour qu'un jour, les habitants de la Chine n'aient plus besoin de s'entretuer. Le discours est puissant, il peut sembler idéaliste, mais il est porteur d'un message d'espoir pour le futur. Saitaku lâchera même une petite larme. Et le débat s'arrêtera ici car comme le dira Ryofui, la différence entre leurs points de vue respectifs est bien trop grand. Ils ne seront jamais d'accord. Ryofui a une vision sur le court terme, sa principale préoccupation est d'obtenir le trône, ce qui marquera le sommet de son irrésistible ascension et qui comblera peut-être sa soif de pouvoir. A l'inverse, Sei est dans un tout autre registre. Lui, ce qu'il veut, c'est faire avancer l'humanité. Il veut s'attaquer au cœur du problème, qu'est la guerre, pour qu'un jour les habitants de la Chine entière puissent connaître la paix. Et entre les deux prétendants au trône, Shuei-kun, lui, a fait son choix. Après le débat, on a l'une de mes planches préférées du manga. Ryofui, qui disait il y a 10 minutes que Sei était un grand sociopathe, reconnaît que Sei est devenu un homme splendide. Et voir le pire ennemi de Sei le complimenter ainsi, ça me donne des frissons. Je pense que ce débat avec Ryofui a fait prendre conscience à Sei que sa méthode pour unifier la Chine était encore incomplète. Parce qu'à ce stade du manga, son plan c'est d'unifier la Chine par la force et puis c'est tout. On ne sait pas comment il va gérer les États vaincus et leur population. Il est probable qu'à cet instant, il ne le savait pas non plus, mais il va commencer à y réfléchir.
Parce que lors de sa rencontre avec le roi Uken, il va apporter un élément très important dans son plan d'unification. Si c'est par la force que les 6 autres états seront conquis, c'est par la législation que les populations vaincues seront gouvernées. C'est comme ça que Sei mettra en place un royaume où chaque citoyen sera jugé équitablement, peu importe qu'il vienne de Qi, de Zhao ou de Shu. C'est à ce moment que le projet d'unification de Sei devient mature. Et c'est pour cette raison que Sei a fait un excellent choix en faisant participer Saitako et Rishi au débat. Le premier va réussir à convaincre le roi de l'un des 7 royaumes à rencontrer Sei, et la suite, vous la connaissez. Et le deuxième sera celui qui va permettre à Sei d'imaginer, de rédiger et de mettre en place cette fameuse législation. Finalement, le débat entre Ryufu et Sei nous interroge sur la vraie nature de l'homme. Pour le premier, sa vraie nature, c'est l'avidité, l'argent et la guerre. Et pour l'autre, c'est la lumière. Alors, qui a raison, qui a tort? C'est vraiment pas facile de répondre à cette question. Et je pense qu'en vrai, toutes les réponses peuvent être correctes. On aura tous une réponse différente qui va dépendre de nos expériences personnelles, de nos observations et de nos croyances. Certains diront que la vision de Ryufu est plus réaliste, que l'argent est vraiment au centre de toute chose, d'autres diront qu'il faut garder espoir en l'homme. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est selon vous la vraie nature de l'homme et celui qui vous a le plus convaincu durant ce débat. Et moi, je vous dis à la prochaine.